Il y a des jeux comme ça où c'est hyper difficile de se remettre dedans. Mais pourquoi ? Ça a sûrement déjà dû vous arriver, mais il y a certains jeux où se replonger dedans, c'est douloureux. On enchaîne les fausses manips et ça rend les premières minutes de gameplay suffisamment désagréables pour se dissuader parfois de vraiment s'y remettre à terme. Oui, bah R, oui, d'accord, je comprends. Ah oui, non, mais j'ai juste appuyé une fois. Ah non, il faut laisser appuyer. Oh là là, c'est pas très instinctif. Red Dead Redemption 2, c'est l'illustration parfaite de ce que j'ai en tête quand j'entends quelqu'un me dire « faut pas arrêter le jeu ». Sinon c'est trop dur de se remettre dedans. En soi, c'est un jeu où, si vraiment on sait plus quoi faire, on pourrait se dire qu'il suffirait de suivre une icône sur la map, continuer l'histoire normalement, et voilà, pas de quoi en faire tout un plat. Mais c'est plus compliqué que ça. Et Red Dead 2, c'est pas le seul dans son genre. Les derniers Zelda sont pas mal non plus, bien qu'ils soient plus accessibles. Et pourtant, je trouve que ces jeux sont dingues, et dans le cas de Red Dead et Breath of the Wild, j'y ai passé de nombreuses heures. Mais force est de constater que mes sessions de jeu ont été extrêmement espacées dans le temps, sans vraiment savoir pourquoi, et ça me demandait un effort de plus que d'autres jeux pour me replonger dedans. Résultat des courses, je finissais par faire autre chose la plupart du temps, me disant qu'il me fallait à minima 2 heures pleines pour m'y remettre. Depuis le temps, j'ai réussi à finir ces jeux, je vous rassure. Quoique Breath of the Wild pas tout à fait. Mais aujourd'hui, j'ai envie de me repencher sur la question. J'ai interrogé certaines personnes, lu de la documentation, et selon moi, en vrai, il y a plusieurs raisons. La première, c'est surtout parce qu'on est une majorité de personnes qui ne se contentent plus de simplement faire la quête principale. On se crée nos propres quêtes, on oublie pourquoi on suivait un chemin plutôt qu'un autre, et on finit même par oublier l'histoire principale pour certains. C'est difficile de revenir quand on a oublié ce qu'on faisait. Et la deuxième raison, c'est que ces jeux demandent une charge mentale assez importante pour apprendre à y jouer. Et encore pire, pour se remémorer la manière d'y jouer et de retrouver nos habitudes. Personnellement, quand je jouais à Red Dead 2 ou Breath of the Wild, il fallait surtout pas que je joue à un autre jeu au milieu, au risque d'oublier tous les contrôles et de me retrouver au pied de ma courbe d'apprentissage. Ce qui a fait que je me suis vraiment repenchée sur la question, c'est parce que j'ai récemment joué à Tears of the Kingdom, et mentalement, j'avais beaucoup moins de soucis que Breath of the Wild. Alors certes, vous allez me dire que j'avais déjà joué à Breath of the Wild et que du coup j'avais les bases, donc je suis sûrement biaisée, but still, j'ai remarqué de nombreuses petites modifications UX par-ci par-là, qui améliorent pourtant grandement l'expérience globale, notamment en diminuant la charge mentale, rendant le tout beaucoup plus fluide. Du coup, j'ai eu envie d'analyser Breath of the Wild, le comparer à d'autres jeux pour vous expliquer en quoi quelques frictions qui nous paraissent minimes ont un impact important sur l'expérience et l'apprentissage. Bon, si jamais vous entendez que ma voix a changé, bah c'est normal, non, je n'ai pas mué au cours de la vidéo, j'ai juste perdu ma voix. Voilà, je vous laisse reprendre, je m'en vais. Commençons par le commencement, sans non plus trop vous submerger de paroles. Avant de discuter de tout ce dont on va parler sur Tears of the Kingdom et Breath of the Wild, j'aimerais vous expliquer rapidement comment le cerveau humain fonctionne, et comment et pourquoi les contrôles sont configurés tels qu'ils le sont dans certains jeux. Parce que oui, c'est pas fait au hasard. Ne vous en faites pas, j'ai fait des petits dessins pour les plus visuels d'entre vous. Déjà, c'est un travail de responsable des 3C. Les 3C, qu'est-ce que c'est ? Non, c'est pas café, clope, caca, c'est caméra, contrôle et caractère. Ok. C'est une personne qui va donc être en charge de définir comment fonctionne la caméra, qu'elle soit à la troisième personne, la première ou un top-down view. Le caractère, l'animation et le comportement de l'avatar dans le jeu. Et les contrôles, qui sont en gros les touches, quand est-ce qu'elles sont utilisées, comment, où et pourquoi. Ici aussi, l'UX designer va intervenir afin d'assurer l'expérience la plus fluide et logique possible. Je dis aussi parce que l'UX intervient dans de nombreux domaines. Pour les plus curieux d'entre vous concernant l'UX, vous pouvez aller voir ma dernière vidéo sur le sujet où je détaille tout ça. Pour les autres, je vous embête pas plus. Pour en revenir aux 3C, dans cette vidéo, c'est la partie contrôle qui va nous intéresser. Définir les touches à attribuer à la manette, c'est une tâche qui est assez compliquée puisqu'en réalité, on a quelques guidelines, c'est-à-dire des règles, mais rien de vraiment définitif ou gravé dans le marbre. En creusant un peu, on peut trouver de la documentation, dont une en particulier qui est hyper détaillée que je vous mets en description. En résumé, elle parle de 3 règles d'or principales. Rendre les contrôles accessibles, faciles à apprendre et prenant en compte nos limitations et capacités humaines. Compréhensible, il faut que le joueur ait la sensation d'avoir un total contrôle sur les touches proposées et proposer des contrôles flexibles. N'importe qui doit pouvoir prendre en main ces contrôles, mais pas n'importe qui doit pouvoir les masteriser. L'accessibilité au sens large, c'est la première step et la seule qui va nous intéresser dans cette vidéo. Comment nous permettre à nous les joueurs de prendre en main la manette et les contrôles rapidement sans y consacrer trop d'efforts. Ça paraît super con dit comme ça, mais en réalité c'était pas une préoccupation à l'époque, et il y a des jeux sur lesquels aujourd'hui ça l'est toujours pas. Si les fonctions back et select ont trouvé leur place sur des boutons et ne changent pas entre les jeux d'une même console à minima, bah c'est pas toujours le cas des autres touches. Maintenant qu'on s'est dit tout ça, c'est bien beau. Mais qu'est-ce que c'est que des contrôles accessibles et faciles à prendre en main ? En soi, il n'y a pas vraiment de règles, et chaque jeu le fait un peu à sa sauce. Du coup, comment on détermine ça ? C'est l'heure de rentrer dans le vif du sujet.
Déjà, pour rendre ces contrôles accessibles, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Les limitations humaines, on a 10 doigts et 5 par main. Bien sûr, ça se complique si on a un handicap particulier, mais dans cette vidéo, je vais partir du principe que vous avez 5 doigts par main. Et ces 5 doigts, ils peuvent pas accéder à toutes les touches de la manette en même temps. D'ailleurs, on n'utilise que 2 doigts par main, l'index et le pouce. Ça nous paraît hyper logique, nous, parce que depuis la nuit des temps, c'est comme ça, mais en réalité, les manettes ont au fur et à mesure été conçues et améliorées pour que ce soit ces 2 doigts qu'on utilise, parce que ce sont les plus flexibles et les plus précis. Mais maintenant qu'on connaît ces limitations, quels sont les boutons réellement accessibles? Pour identifier ça, on va utiliser la loi de Fitts. Plus le bouton va être gros et proche du doigt, plus il sera accessible. Pour illustrer ça sur une manette Nintendo Switch, les boutons B, Y, les joysticks et les gâchettes ZR et ZL, c'est celles qui vont être les plus accessibles en raison de leur taille et de leur position. Alors que les boutons A, X, le D-pad et les boutons R et L sont les moins accessibles. Dans la pratique, qu'est-ce que ça donne? Zelda Breath of the Wild, pour le coup, commence avec quelques points faibles qui nous aident à mieux comprendre pourquoi c'est difficile de prendre le jeu en main. Déjà, le mouvement de la caméra et du personnage sont bien sur les joysticks. Jusque-là, tout est bon. Mais par exemple, le fait de changer une arme va demander au joueur de maintenir un bouton, ce qui est peu accessible. D'autant plus que le bouton est un bouton qui est sur le D-pad. Et le jump, par exemple, c'est une action qui est énormément utilisée et essentielle au gameplay, et pourtant elle est placée sur un des contrôles considérés comme peu accessibles. On peut comparer ça avec The Last of Us 2, qui a des contraintes similaires, mais qui pour le coup ont réussi à faire quelques compromis. L'action Jump est sur un bouton accessible, puisqu'elle va être sur le croix de la manette Sony. Changer d'arme, c'est un bouton certes qui n'est pas considéré comme le plus accessible, mais il n'y a pas besoin d'un hold. On peut directement utiliser R1 si on veut aller vite. Et pareil, le mouvement de la caméra et du personnage sont bien sur les joysticks. Le deuxième point pour rendre ces contrôles accessibles, c'est l'importance de déterminer les différentes actions et leur priorisation. Dans la théorie, notre attention est limitée, et même si physiquement nos doigts sont capables de faire plusieurs choses à la fois, faut pas trop nous en demander au risque de nous surcharger. On distingue 3 types d'actions. Les primaires, qui sont les actions très importantes qui vont demander des décisions rapides et une attention constante du joueur. On les utilise majoritairement sur les boutons les plus accessibles et pour des actions du type viser, tirer ou bouger le personnage. Ensuite, on va avoir les actions de changement d'état. Et c'est des actions qui vont demander un peu plus d'attention du joueur. On utilise les boutons les plus accessibles, mais en acceptant le hold cette fois-ci. Et enfin, on a les actions contextualisées, qui vont nécessiter une attention courte et rapide sur des périodes très courtes, où on va demander une très haute attention au joueur. Par exemple, le fait de recharger une arme ou utiliser une habilité. Dans la pratique, si on regarde Breath of the Wild, là où ça se complique, c'est au niveau du changement d'arme. Effectivement, c'est une action de changement d'état, mais là où c'est compliqué, c'est que dans Breath of the Wild, on demande au joueur de maintenir le D-pad plus le joystick R pour changer entre les différentes armes. On a aussi le fait de passer à l'arc, qui demande une charge mentale extrêmement importante au joueur. Annule les flèches. L. Non, Y. Je vais pas m'énerver. Le joueur va devoir maintenir la gâchette ZR, plus maintenir le D-pad gauche, plus utiliser le joystick R pour bouger entre les différents types d'arcs. Une autre action compliquée, c'est encore une fois le fait de changer des flèches, à peu près dans la même lignée que le fait de changer son arc. Et effectivement, encore une fois, on demande au joueur de maintenir la gâchette, plus maintenir un D-pad, et ensuite d'utiliser un joystick pour bouger dans les différentes options. Pour le coup, The Last of Us 2 a une contrainte à peu près similaire puisqu'on a la possibilité de changer le mode de l'arme, silencieux ou non, ou même changer les munitions de l'arc. Pour ça, il suffit de maintenir triangle. Bref, je sais pas si vous m'avez suivi jusque-là, même si j'ai essayé de mettre beaucoup de petits dessins et d'illustrations parce que c'est compliqué. Mais tout ça pour dire que Zelda Breath of the Wild a peut-être pas utilisé la meilleure des techniques pour nous faciliter le travail en termes de mémorisation des contrôles. En tout cas, pour ma part, et je suis curieuse d'avoir votre avis là-dessus, j'ai eu énormément de mal à apprendre et à mémoriser correctement comment utiliser tout ça. Et à chaque fois que je laissais passer quelques jours entre une session et une autre, je sais que revenir sur le jeu et retester les contrôles, c'était un enfer. Le troisième point, pour rendre ces contrôles accessibles, ça va être de regrouper les différentes actions similaires pour faciliter la mémorisation. Et ce troisième point, il fait un peu comprendre en fait ce que je vous ai expliqué dans le point d'avant. Le fait de les grouper, ça va être beaucoup plus simple pour votre cerveau de savoir exactement laquelle est où, et du coup, comment les utiliser. C'est pour ça que dans le point précédent, ce qui était un peu compliqué, c'est qu'une fois, on va vous demander d'utiliser l'épée en cliquant sur un bouton Y, une autre fois, blesser un ennemi, ça va être ZR. Bref, tout ce que je veux dire, c'est que les actions similaires doivent être dans un même groupe. Pour vous donner des exemples concrets, dans Elden Ring, l'arme que mon personnage tient dans la main droite, si je veux faire une attaque légère, ça va être R1, si je veux faire une attaque lourde, ça va être R2. Et si je veux faire ça avec l'arme qu'il tient dans la main gauche, c'est le même principe. Je vais utiliser ma main gauche, c'est assez facile à identifier et le cerveau dissocie bien les différentes actions, puisqu'il les groupe. So what? On
On a pas mal identifié et mis des mots sur ce qui dérangeait le cerveau quand on jouait à Breath of the Wild, mais maintenant qu'on s'est dit ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir que sur Tears of the Kingdom, il y a des choses qui ont été améliorées et qui rendent justement l'expérience beaucoup plus agréable. Si Tears of the Kingdom n'a pas changé radicalement ses contrôles afin d'améliorer toutes les petites frictions évoquées tout au long de la vidéo, ils ont cependant fait des améliorations qui sont notables sur certains points. Dans la liste des choses qu'ils ont améliorées, il y a clairement l'utilisation des pouvoirs. J'en parlais tout à l'heure par rapport à Breath of the Wild et les différents mappings qu'ils avaient fait. Là, pour le coup, sur Tears of the Kingdom, ils ont tout mis sur le même binding, ce qui est beaucoup plus logique. Si j'ai envie d'ouvrir la wheel qui me permet d'accéder aux différents pouvoirs, je clique sur L et je le maintiens. Par contre, si je veux utiliser un pouvoir, je clique sur L. J'en parlais aussi en amont, on a maintenant la possibilité d'échanger son arme en la jetant par terre et en prenant celle du coffre qu'on vient juste d'ouvrir. C'est effectivement moins simple que Red Dead ou The Last of Us avec le Switch directement, mais c'est déjà mieux par rapport à Breath of the Wild et ça fait qu'on a beaucoup moins de friction par rapport à cette ouverture de coffre. Il y a un autre truc qui m'a vachement intéressé, c'est que la liste des quêtes est désormais au même niveau que la map. Il n'y a plus besoin d'appuyer sur plus pour voir les quêtes et d'appuyer sur moins pour voir la map. Tout est regroupé plus ou moins au même endroit et ça, c'est quand même vachement plus clair. Il y a aussi dans l'inventaire et dans le menu une meilleure hiérarchie et usage des contrôles. Par exemple, on va utiliser R et L pour switcher dans les différentes catégories et ensuite on va utiliser le joystick L pour naviguer dans les différents items de cette catégorie. Alors que sur Breath of the Wild, c'était L et R pour naviguer dans les catégories, le joystick R pour naviguer dans les sous-catégories et le joystick L pour naviguer dans les items. Franchement, c'était plutôt contre-intuitif. Bon, après, il reste encore quelques petites choses qu'ils n'ont pas améliorées. La chose qui est peut-être la plus frustrante et prioritaire et qu'ils n'ont pas corrigée, c'est le fait que l'arme se casse et qu'on puisse pas changer rapidement d'arme. Nope. Alors, je sais que c'est dans le game design et que leur objectif, c'est de se dire, vous managez vos armes. Mais The Last of Us, ils ont eu cette contrainte-là. Ils ont quand même permis un contrôle rapide, qui est R1, pour switcher rapidement entre vos différentes armes, sans être obligé de passer par l'inventaire, ou même l'inventaire rapide, qui, entre nous, casse quand même pas mal l'expérience. Et enfin, le tout dernier point, c'est qu'effectivement, on n'a pas d'état de l'arme sur Zelda. Et ça, c'est quelque chose qu'ils aiment bien faire parce que sur Animal Crossing, avec les systèmes de craft, c'était déjà le cas. Et d'ailleurs, je vous recommande d'aller voir ma vidéo sur Animal Crossing, wink wink, mais effectivement, que ce soit sur Animal Crossing New Horizons ou Zelda, on n'a pas l'information de quand est-ce que l'arme va casser. Alors, oui, vous allez me dire qu'on a un avertissement directement in-game, mais ça ne me dit pas quand exactement. Dans The Last of Us 2, on a des armes qui cassent, effectivement, c'est des armes que vous combinez entre elles, qui va faire que votre arme va être beaucoup plus puissante. Mais cette combinaison des deux objets a une durée de vie déterminée, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain taux d'usure, elle casse, et on a une indication visuelle de au bout de combien de temps cette arme va casser. Et je trouve que ça aurait été quand même vachement pertinent d'améliorer ça sur Tears of the Kingdom. La vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. Honnêtement, j'ai mis un bon moment à la réaliser parce que j'ai voulu me documenter et vous donner un petit peu plus d'explications. Moi, ça m'a énormément plu personnellement parce que j'ai compris beaucoup plus de choses que mon cerveau identifiait sans forcément mettre des mots dessus. Et j'espère que ça vous a plu aussi. J'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire et j'ai hâte aussi de savoir si c'est quelque chose que vous avez ressenti la première fois que vous avez joué à Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom ou même Red Dead Redemption. Et de manière générale, en fait, sur tous les jeux auxquels vous avez joué, est-ce qu'il y en a où ça a été plus compliqué que d'autres pour prendre en main les différents contrôles? Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Voilà.